Ouais, pile à l'heure, on a essayé d'être pile à l'heure, donc on va laisser le temps aux gens d'arriver, là, les 5 minutes de retard réglementaire. Euh, et puis il doit être fin d'après-midi ou en après-midi aux États-Unis. Et oui, ouais, ce soir, on va parler d'un sujet qui visiblement intéresse beaucoup en Guinée et même au-delà, à savoir le pouvoir de Mamadi Doumbouya, bon, bien sûr son état de santé, mais surtout l'éventuelle succession qui pourrait advenir à plus ou moins long terme et qui pourrait avoir un impact sur la France-Afrique, puisque vous savez que Mamadi Doumbouya est l'un des principaux alliés d'Emmanuel Macron en Afrique. La France a fait un grand retour en Guinée et va tenter de garder la main sur ce pays. Et c'est tout l'enjeu de ce qui va se passer. Bien sûr, la France n'est pas la seule puissance à être impliquée. Il y aura la Russie, la Chine, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui vont essayer d'interférer et d'enlever aux Guinéens leur destin. Et on va essayer d'en parler ce soir avec des faits. Et voilà, merci d'être aussi nombreux à me suivre. Alors, il faudra que vous me disiez, parce que je vois de plus en plus de messages, notamment sur votre page Facebook, où les gens disent qu'ils n'arrivent pas à s'abonner. Bon, j'ai quand même encore quelques abonnés, j'ai, je crois, presque 330 000 abonnés. Mais visiblement, ces derniers temps, je vois de plus en plus de messages où les gens me disent que on n'arrive pas à s'abonner. Donc, je ne sais pas si vous avez été dans ce cas-là. Auquel cas, il faudra que j'envoie un petit message à Facebook pour leur demander s'il n'y a pas un problème, s'il n'y a pas une restriction sur l'abonnement, parce que visiblement, les gens n'arrivent pas à s'abonner à ma page. Voilà. Hop, je vais essayer. On va attendre encore quoi? 2 minutes? Allez, à 5 minutes, on va lancer. Et oui, on n'oublie pas, il y a beaucoup de monde, hein, au Togo, au Tchad, au Congo-Brazzaville, il y a beaucoup d'actualités là-bas, peut-être un peu moins brûlantes et tout ça, mais ils subissent un peu la même dictature et la même France-Afrique qui est là. Euh, on attend encore 1 minute, que tout le monde arrive, que les trolls arrivent, hein. Ils sont assez nombreux. J'ai vraiment régulièrement des vagues de trolls qui m'attaquent sur tous les sujets, et notamment sur la Guinée. Ça me fait beaucoup rire. J'ai appris cet après-midi que j'avais raté une carrière de cycliste professionnel. Alors, non, jamais essayé. J'ai même jamais eu le niveau pour espérer être cycliste. Mais j'ai trouvé ça très drôle parce que j'apprends plein de choses sur ma vie. Euh, donc voilà, bonjour de Centrafrique aussi. On aura peut-être l'occasion de reparler, pas ce soir, mais de ce qui se passe en Centrafrique avec les attaques rebelles, les implications des grandes puissances, des puissances régionales, mais aussi de la France. Voilà, Djibouti aussi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent de Djibouti. J'ai essayé d'y aller à Djibouti, mais on m'a refusé l'accréditation. Donc voilà, là ce soir, on va essayer de se concentrer factuellement sur ce qui se passe en Guinée et ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. J'ai pas de baguette magique, j'ai pas forcément de réponse à toutes les questions, mais on va essayer de reprendre les choses un peu factuellement avec ce que j'ai pu recouper, ce que j'ai pu vérifier. Voilà, ça c'est important. Euh, Mes informations sont souvent vraies, en tout cas elles sont vérifiées et j'ai jamais été pris en flagrant délit de fake news. Donc voilà. Bon, écoutez, on va peut-être commencer. On va essayer de rappeler les faits, ce qui nous intéresse. Donc factuellement, le président Mamadi Doumbouya a été annoncé partant en voyage, en congé annuel, c'est le terme qui a été utilisé par le gouvernement pour la Grèce. Alors cette fois, ils s'y sont pris à l'avance parce que comme la dernière fois, vous vous souvenez qu'en mars, Mamadi Doumbouya, après le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, avait disparu pendant plusieurs jours. Je vous avais révélé qu'il avait été discrètement transporté à Singapour, où il avait été hospitalisé, et pendant 2 ou 3 semaines, personne ne savait où il était, y compris même des ministres de son propre gouvernement qui ont appris, quand je l'ai révélé, qu'il était à Singapour. Donc cette fois, ils sont pris en avance, ils ont annoncé qu'ils partaient en Grèce, passer des congés avec sa famille, ce qui peut être très bien, on a tous le droit de passer des congés avec sa famille. Et donc, effectivement, il y a 2 avions
qui sont partis de Conakry le lundi 3 août. Et ça, j'ai découvert plus tard. Donc, il y avait l'avion présidentiel habituel, celui qui a été acheté, en tout cas qui a été acquis auprès du Rwanda de Paul Kagame, qui est un allié de Doumbouya, et un deuxième avion qui est un jet privé qui est immatriculé aux îles Vierges, une mystérieuse compagnie qui, à mon avis, doit cacher le nom du vrai bénéficiaire. Et donc, ces deux avions sont partis de Conakry et effectivement, ils sont allés vers la Grèce. Ils sont allés à Mykonos, qui est une petite île en Grèce, qui a très longtemps été célèbre pour ses fêtes, ses nuits de fêtes et tout ça, et qui aujourd'hui, avec très accueillante avec ses plages, il y a vraiment des milliardaires, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui vont à Mykonos. Sauf qu'il y a une surprise auquel on ne s'attendait pas, c'est que ces deux avions ont fait seulement quelques minutes, à peine une heure, d'escale à Mykonos, et les deux avions sont repartis pour la même destination, qui est l'île de Chypre, plus à l'est, qui est une autre île dans la Méditerranée, qui est un État indépendant, et les deux avions ont atterri à l'aéroport de Larnaca, qui est la troisième ville de Chypre, où ils sont toujours, c'est-à-dire j'ai vérifié il y a à peine une heure, aucun des jets, ni le jet présidentiel officiel, ni le deuxième jet immatriculé aux îles Vierges, n'ont bougé jusque-là. Donc évidemment, ça pose des questions. Si Mamadi Doumbouya était parti, comme on l'a dit, était allé passer des vacances en Grèce, les jets auraient pu très bien rester sur l'aéroport de Mykonos. Pourquoi aller à Chypre? Pourquoi partir à Chypre et rester comme ça en attente? Évidemment, ça pose des questions sur le véritable but de ce voyage, d'autant qu'en plus, bon, le deuxième jet, là, le jet privé dont je vous parlais, était venu la veille de son arrivée à Conakry et la veille de son départ pour la Grèce, était venu de Montpellier, où Mamadi Doumbouya, vous le savez, a proche de Montpellier deux maisons, la fameuse maison en construction dans la ville des Mages, et aussi une villa du côté de Villeneuve-les-Maglones. Donc visiblement, il y avait sans doute la grande fille du président qui était venue par jet privé et qui l'avait accompagné. Donc évidemment, on n'a eu pour l'instant aucune communication sur l'arrivée du président. Ça pose des questions, d'autant que, effectivement, c'est pas à Mykonos qui serait parti se faire soigner, puisque c'est plutôt une destination de vacances. Par contre, à Chypre, ce que vous avez à Chypre, c'est que vous avez la présence de nombreux soldats étrangers. Par exemple, à Larnaca, vous avez une base militaire britannique qui est là. Pourquoi il y a autant de soldats à Chypre? C'est parce qu'en fait, la partie nord de l'île a été envahie dans les années 70 par la Turquie et aujourd'hui occupée par la Turquie de manière... c'est pas reconnu par la communauté internationale, donc il y a une ligne de démarcation, il y a des casques bleus qui sont là. Bon, il n'y a plus de guerre, mais il y a une présence militaire. Et par exemple, vous avez des troupes américaines qui sont là, vous avez des troupes françaises, il y a un accord de défense entre la France et Chypre, ce qui fait que qui dit présence de soldats étrangers dit aussi capacité sanitaire pour les soigner en cas de problème, même si ce n'est pas un terrain de guerre. Et donc, évidemment, les capacités sanitaires de Chypre pour accueillir quelqu'un qui est malade sont bien supérieures à celles qu'on trouve à Mykonos. Donc, voilà, moi, je n'ai pas de preuve définitive que Mamadi Doumbouya est à Chypre plutôt qu'en Grèce. Je pose juste la question, pourquoi ces deux avions ne sont restés qu'une heure sur le tarmac à Mykonos et hop, sont partis pour Larnaca à Chypre. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je pense que tout le monde l'a vu, que Mamadi Doumbouya est souffrant. Alors, la maladie n'empêche pas l'exercice du pouvoir. Par exemple, quand François Mitterrand était président de la France, il a été président pendant 14 ans et pendant une bonne dizaine d'années, il a été atteint d'un cancer. Et ça s'est vu que sur les dernières années de sa vie, on a eu aussi un président en France qui s'appelle Georges Pompidou qui est mort au pouvoir atteint d'un cancer. Mais effectivement, dans ce contexte où le pouvoir est extrêmement personnalisé, extrêmement vertical, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya décidait de beaucoup de choses, sa maladie a profondément rebattu les cartes. Il ne s'agit pas de souhaiter sa mort ou pas et tout ça. Ça c'est pas du tout mon objectif. C'est juste d'analyser comment une certaine forme d'absence du pouvoir, en tout cas de discrétion qui est en phase depuis un an, depuis qu'on lui a diagnostiqué sa maladie qui est un cancer, eh bien, a impacté sur la Guinée. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, ça fait presque un an qu'il a disparu, alors que c'était quelqu'un qui était assez présent, qui aimait bien parler. On se souvient qu'au début, quand il avait pris le pouvoir en 2021, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, qui faisait beaucoup de promesses et tout ça. Et tout d'un coup, il a disparu dans un sorte de silence, de mutisme. Il s'est replié d'abord sur l'île de Kassa,
où il s'est bunkerisé, où il recevait quasiment plus personne, où il est devenu extrêmement paranoïaque, où il avait peur de se faire renverser, où il avait des crises de paranoïa. À certains moments, il a pris, ça j'ai pu le recouper, il a pris son arme, il a tiré sur ses gardes du corps, enfin ils ont dû lui enlever son arme. Enfin, ça a été vraiment compliqué avec effectivement la survenance de cette maladie qui, objectivement, lui a fait perdre beaucoup de poids et l'a amené à être loin de la scène politique guinéenne. Ensuite, il est reparti de l'île de Cassa, il est allé à la minière où il s'est fait construire une clinique privée où il y a des médecins américains et marocains qui le suivent, mais il n'en reste pas moins que ça n'a pas changé grand-chose. On n'a quasiment pas vu de toute la campagne présidentielle, et là, il y a eu ses absences, son absence inexpliquée à Singapour où il a été hospitalisé, voilà, les choses qui font que, effectivement, visuellement, il y a une impression de maladie. Alors, il n'a pas été empoisonné par la DGSE, on reviendra après sur les relations entre la France et Mamadi Doumbouya qui sont très fortes, mais il y a eu des moments de tension et, entre guillemets, la France est déjà en train de préparer la suite. Mais effectivement, il est malade, et ça, c'est ce qui peut arriver à tout être humain, et ça risque de créer un bouleversement majeur pour les équilibres sur la Guinée. Et ce qui fait que quand on voit les images de son départ en congé annuel à Chypre, je dis absolument pas qu'il va pas revenir. On a l'impression que tous les membres du gouvernement, tout le sérail qui est autour de lui fait bye bye et lui dit bon, c'est la dernière fois qu'on te voit, et puis adieu, et pas sûr que tu reviennes. Enfin, ça faisait vraiment penser à ça, les mines étaient graves, on verra ce qui va advenir. Mais il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent sur l'avenir de la Guinée. Et évidemment, il y a un enjeu pour mon pays, la France, c'est de garder cette emprise-là, cette influence-là qu'ils ont regagnée avec Mamadi Doumbouya. Et c'est pour ça que c'est très important et que je parle souvent de la Guinée, parce que la Guinée, vous le savez tous mieux que moi, en 1958 a chassé la France avec ses coups Touré, a pris cette décision qui était forte au niveau de la souveraineté, et pendant des années, bon, même si c'est un peu revenu sous l'ancien Comté, tout ça, la France a été plus ou moins étrangère à la vie politique en Guinée. Même Alpha Condé, qui était finalement un pur produit de la France, qui avait vécu pendant des décennies en exil, porte d'Italie à Paris, qui avait été chargé de cours à la Sorbonne, finalement, ben, il n'a pas rendu tant de service que ça à la France, et même à la fin de son règne, il était plus proche des Russes, des Turcs, ce qui fait que la France a vu d'un très bon œil, voire a parrainé, en tout cas a donné un feu vert au coup d'État de Mamadi Doumbouya. Il y a des gens qui m'ont raconté que quand ils se sont réunis pour finaliser le putsch, c'était le jour de l'enterrement de la fille du Premier ministre Kassori Fofana. Il y avait donc Mamadi, il y avait ses fidèles autour de lui, et il y avait Idi Amin qui était au téléphone, qui était à ce moment-là ambassadeur de Guinée à Cuba, et Idi Amin a dit, nous on a eu un feu vert des Français. D'ailleurs, Idi Amin pensait qu'il allait être président et que Doumbouya allait faire le putsch pour lui, ce qui n'est pas advenu, et ce qui a fait que ben, aujourd'hui, il y a des petites bisbilles entre Idi Amin et Mamadi Doumbouya, et donc la France est vraiment revenue en force en Guinée, militairement. J'ai parlé de la présence secrète de militaires français qui étaient d'abord dans l'est de la Guinée et qui aujourd'hui continuent à venir faire des formations, que ce soit notamment auprès des forces spéciales, hein, des GFS, à la base de Foka. Ils sont là, ils encadrent, ils sont au courant des crimes que commet la junte et notamment les forces spéciales de Mamadi Doumbouya, mais ça ne les empêche pas de parrainer cette junte parce que on y a des gros intérêts, on a eu des gros intérêts économiques, des retours sur investissement, c'est-à-dire notre poulain de Doumbouya nous a renvoyé, entre guillemets, l'ascenseur. On a eu des gros contrats, Thales, Thomson, Eiffage, IGNFI, voilà, et j'en oublie, qui ont gagné des contrats, qui ont fait en sorte que la France est revenue en Guinée, parce que c'est un intérêt pour la France. La France ne veut pas perdre la Guinée, parce que c'est un enjeu stratégique, notamment le port de Conakry. Si jamais demain la Guinée basculait et rejoignait, je mets une hypothèse, l'AES, eh bien, la Guinée pourrait devenir un canal pour transporter, par exemple, des armes et pour aller aider le Mali, ce que la France ne veut pas, puisque la France s'est fâchée avec le Mali. Alors, c'est le cas, Mamadi Doumbouya a fait passer des armements, notamment russes, qui sont partis du port de Conakry jusqu'à Bamako, mais on va dire qu'il est quand même plus proche de la France. Il a laissé les militaires français venir jusqu'à l'est de la Guinée, à tel point qu'à un moment, le Mali s'est énervé en disant pourquoi vous mettez des soldats français à nos portes, même si officiellement c'était des formateurs, ce qui a fait que Mamadi Doumbouya a dû rapatrier les militaires français plus près de la côte, plus près de Conakry. Mais il y a vraiment un lien qui est très fort et qui s'explique par l'histoire de Mamadi Doumbouya, puisque, comme vous le savez tous, c'est un ancien caporal-chef de la Légion étrangère,
Il est français lui-même, ça je l'ai découvert. Son épouse est d'origine française, donc il y a un lien très fort. Et la France, ce qu'elle craint le plus par-dessus tout, c'est qu'il y ait un basculement en Guinée, qui est une sorte de coup d'État à la Ibrahim Traoré au Burkina Faso, où il y a un jeune officier un peu sorti de nulle part qui vienne et qui cristallise une colère légitime de la population guinéenne contre la France, parce que les Guinéens voient bien dans leur majorité que la France est complice des crimes de Doumbouya et complice de la dictature de Doumbouya. Et bien, ce coup d'État, ça c'est vraiment ce que la France craint, pourrait justement faire en sorte que la France soit chassée de Guinée comme dans d'autres pays et finalement que la Guinée, par exemple, rejoigne l'AES. Et ça, c'est vraiment le cauchemar des Français. Donc, ils ont été prêts à tout pardonner à Mamadi Doumbouya, tous ces crimes, tous ces enlèvements, tous ces kidnappings, pour justement garder Mamadi Doumbouya dans leur orbite. Parce qu'à des moments, Mamadi Doumbouya, il s'énervait un peu. Il laissait passer des armements russes qui allaient vers le Mali. Il faisait savoir qu'il ne voulait pas être le valet. Donc, on lui a tout pardonné. Sauf que, il y a ce qui se passe depuis un an, ça veut dire cette maladie, cette petit à petit, je dirais pas vacances, mais en tout cas, ce fait qu'on comprend que Mamadi Doumbouya va pas être capable de diriger pendant 20-30 ans la Guinée, que son état de santé inquiète, et donc il faut réfléchir à un plan B, parce que sinon on s'expose à un coup d'État à la Ibrahim Traoré et d'un jeune officier qui viendrait et qui dirait bon, Mamadi Doumbouya était le valet de la France, ah bah la France doit être chassée de Guinée. Et les Français, alors c'est pas des grands stratèges, hein. Faut pas s'imaginer que ce soit des Machiavel et tout ça, notamment l'ambassadeur de France en Guinée, Luc Briard, c'est quand même d'un niveau très faible. Vous avez effectivement des grands défenseurs de Mamadi Doumbouya, qui est le député Bruno Fuchs, qui est président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée, qui est une sorte de focard au petit pied. Ils sont vraiment mauvais, ils sont vraiment nuls, mais ils cherchent quand même une solution pour ne pas perdre la Guinée. Alors, au départ, ils ont pensé à Bala Samora, qui est le patron de la gendarmerie, qui entretient de très très bonnes relations avec les Français, qui a d'ailleurs des conseillers français. C'est pour ça que, par exemple, il y avait des conseillers français qui étaient présents lorsque Bala Samora a supervisé l'enlèvement des activistes Oumar Silla et Fonike Mengue. Ils ont pensé à lui pour remplacer Mamadi Doumbouya, pour une sorte de plan B, en fait, finalement, pour maintenir le système de Mamadi Doumbouya sans Doumbouya. Le problème, c'est que Bala Samora, même si il a énormément d'argent, il a énormément d'influence, il a énormément de poids, un gendarme, ça sera difficile pour lui de faire le poids face aux forces spéciales qui sont vraiment surarmées. Donc, ils ont été un peu bloqués. En plus, un autre, entre guillemets, pro-français qui est Idi Amin, qui a été ministre de la Défense, a été écarté, a été envoyé ambassadeur à Paris, ce qui est quand même un beau poste, mais qui a quand même été considéré comme une disgrâce. Là, ce que voudraient en fait les Français, et ce que je sais à quoi ils poussent, c'est, entre guillemets, organiser une rupture, un changement sans annoncer que c'est un changement. Ça veut dire que si dans l'hypothèse où Mamadi Doumbouya ne serait pas capable de revenir en Guinée, et ça reste encore une hypothèse, on pourrait dire que, par exemple, il y ait un collège de généraux, comme à Madagascar, c'est un collège de colonels qui a pris le pouvoir et qui dirige le temps que le président se sente mieux. Et finalement, cette direction collégiale transitoire deviendrait pérenne avec l'émergence d'un homme fort qui s'est choisi par consensus, mais qui surtout ne viendrait pas remettre en cause les intérêts de la France en Guinée. Évidemment, dans ce collège de généraux, vous pourrez avoir des gens comme Bala Samora, qui est très proche de la France, ou le patron des forces spéciales, Mokhtar Kaba, qui a passé 2 ans de formation en France. Vous avez des gens aussi qui sont assez proches des intérêts français, comme le chef d'état-major Bangoura, celui même qui a fait cette annonce à la télé en rappelant la loyauté de l'armée à Mamadi Doumbouya. Il a fait quand même ses classes à Pau. Il est très très proche, même sous influence de Bala Samora. Donc c'est des gens qui sont plutôt dans un camp français. Mais le problème, c'est qu'en face, il y a des officiers qui, à un moment, si Mamadi Doumbouya ne revient pas ou n'est plus en état de revenir, qui voudraient, qui à un moment vont vouloir prendre la place et devenir calife à la place du calife. Bien sûr, il y a des gens dans les forces spéciales, mais vous avez aussi des militaires du Bata qui pourraient faire alliance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi ça ne se déclenche pas? Et pourquoi même ça ne s'est pas déclenché au moment où Mamadi Doumbouya est à Singapour? Parce qu'il y a eu des rumeurs, il y a eu des réunions qui se sont faites entre militaires
On se demandait si Mamadi Doumbouya allait revenir de Singapour, allait revenir en bon état. Donc, il y avait des militaires qui se réunissaient pour essayer de discuter est-ce qu'on pourrait faire un putsch. Sauf que personne, entre guillemets, n'est assez fort pour prendre le pouvoir tout seul et les gens sont obligés de faire des alliances. On sait qu'il faut inclure les forces spéciales, les GFS, dans la danse, parce que sans GFS, vous risquez d'être écrasé parce que c'est eux qui ont l'armement. On sait qu'on doit faire des compromis, des alliances, et jusque-là, il y a eu des discussions à l'époque où il était à Singapour, il y a aujourd'hui des discussions en vue de remplacer Mamadi Doumbouya, mais personne n'est capable pour l'instant, de se sentir suffisamment fort pour dégainer le premier. Sauf que ça va bien finir par arriver. Vous avez par exemple des rumeurs, et qui d'ailleurs sont confirmées par beaucoup de témoignages que j'ai entendus, qui parlent du commandant Kilo, Moriba, qui, vous savez, qui est l'aide de camp du président, qui supervise sa garde rapprochée, qui a sorti un livre récemment, qui a commencé à se placer, sauf que, visiblement, avant le départ de Mamadi Doumbouya pour la Grèce ou Chypre, il s'est fâché avec le président. Le président avait entendu qu'il y avait des rumeurs qui voulaient le remplacer. Il a aussi entendu qu'il kidnappait il rackettait des commerçants en leur demandant de l'argent, hein, ce fameux commandant Kilo. Et Kilo serait tombé en disgrâce. Il est un peu écarté. Il y a d'autres gens comme Amara Kamara qui voudraient bien, même si je pense qu'ils ne sont pas assez courageux pour ça, rester dans la danse, dans l'optique d'une succession de Mamadi Doumbouya. Ils essaient de s'allier avec Dansa Kourouma, qui est le président de l'Assemblée nationale et qui est le successeur en cas de vacances ou de décès du président. C'est lui, normalement, le successeur, même si il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Il y aura un coup d'État, et comme au Tchad en 2021, ça ne sera pas la légalité constitutionnelle qui sera respectée, à savoir, il n'y aura pas le président de l'Assemblée nationale qui va prendre le pouvoir en vertu de la Constitution et qui va organiser des élections dans un délai de 60 à 120 jours. Non, ça ne se passera pas comme ça. Il y aura un coup d'État. Maintenant, qui va prendre la suite? Est-ce que ça sera un clan plutôt favorable aux Français? Les Russes aussi s'activent, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les Russes ont des intérêts miniers en Guinée, ils ont des intérêts militaires au Mali avec Africa Corps. Ils seraient ravis d'avoir un président qui soit plutôt de leur côté plutôt que de celui de Paris. Donc il y a beaucoup de choses. C'est vraiment la mare au crocodile. C'est-à-dire, pour l'instant, il y a tout le monde complote dans son coin, tout le monde se méfie de tout le monde, ils se détestent vraiment au sein du premier cercle du président Doumbouya. Par exemple, entre Amara Kamara et Bala Samora, à plusieurs reprises, ils ont failli en venir aux mains. C'est vraiment extrêmement tendu. Il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. Et très clairement, la France pousse plus ou moins à un plan B, parce que vraiment leur peur, c'est d'être dépassés et d'être doublés par un coup d'État qui viendrait les remplacer. Et c'est pour ça que moi, je sais qu'à plusieurs reprises, par exemple, ils ont dit à Laurent Doumbouya qu'il fallait mieux lâcher l'affaire plutôt que de s'accrocher désespérément au pouvoir. Les Français ont toujours eu peur que Laurent Doumbouya soit à Conakry le jour où il y a un coup d'État, qu'elle soit prise en otage et qu'elle soit utilisée comme monnaie d'échange par un nouveau régime et qu'on la mette en cause, elle, la française, la Marie-Antoinette, qu'on l'accuse de tout et n'importe quoi, alors qu'elle a un rôle secondaire dans les crimes de son mari. Bien sûr, elle est complice de cette corruption-là, mais ce n'est pas la première, ce n'est pas elle qui a fait kidnapper et enlever des gens. Il y a vraiment beaucoup de paramètres qui sont en œuvre. Et d'ailleurs, ça avait quand même Mamadi Doumbouya avait été conscient de ce double jeu français. À plusieurs reprises, il a fait savoir aux Français qu'il n'était pas dupe. Il n'était pas dupe du fait qu'on fait semblant d'être allié avec Doumbouya. On l'invite à Paris. Emmanuel Macron l'a invité à l'Élysée. Alors là, c'est plus sûr qu'il ira. Mais, et de l'autre côté, on prépare quand même la suite parce qu'on se rend compte que Mamadi Doumbouya, peut-être, ne sera plus en capacité pendant d'ici peu de diriger l'État. Donc en fait, les Français, comme d'habitude, jouent double jeu. Et Mamadi Doumbouya s'était quand même plus ou moins énervé avec ça. C'est pour ça qu'à un moment, souvenez-vous, il y avait eu cette cérémonie où le patron d'Africa Corps, qui est le groupe paramilitaire russe lié à Vladimir Poutine, avait distribué des armes, le tout sous sous l'œil des caméras, montrant que c'était un peu une manière à Mamadi Doumbouya, à une partie de son entourage, de dire aux Français, attention, il y a d'autres partenaires, on pourrait aller les voir. Donc il y a vraiment un jeu c'est la mare au crocodile, c'est les crabes, tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu et d'être bien placé pour prendre la succession. Il y a
des acteurs qu'il ne faut pas oublier, dont on parle très peu, par exemple Fadi Ouazni, qui est sans doute l'homme le plus riche de Guinée, qui est ce milliardaire franco-guinéen libanais qui détient la société minière de Bokeh, qui est un des principaux relais des intérêts français. Pendant des années, sous Alpha Condé, c'était vraiment le grand financier d'Alpha Condé. Il s'affichait d'ailleurs beaucoup à l'époque d'Alpha Condé, et il y a eu des procédures judiciaires, notamment qui ont été déclenchées par mon enquête sur une mine de bauxite qu'il avait rachetée, et l'homme s'est fait beaucoup plus discret. Il a compris que ça servait à rien de s'afficher, que ça ne faisait que s'attirer des foudres des médias et des enquêtes de journalistes. Donc, il s'est fait beaucoup plus discret, mais c'est un vrai relais des intérêts français et c'est quelqu'un qui a énormément d'argent. Donc, c'est des gens qui vont peser. Bien sûr que les miniers qui sont là, et on pourrait parler de Rio Tinto, on pourrait parler d'autres, on pourrait parler des miniers chinois, et singapouriens aussi, vont peser dans la succession de Mamadi Doumbouya et vont essayer de manipuler tel ou tel clan pour arriver à leur fin et avoir un président qui leur soit le plus favorable et favorable à leurs intérêts. Et je peux vous dire qu'en ce moment, il y a une atmosphère de tension, ce qui a fait en sorte que le chef d'état-major est sorti et a rappelé la loyauté de l'armée. Pour moi, vu le positionnement du chef d'état-major qui est très lié avec Bala Samora, c'est peut-être un message pour gagner du temps et pour être, pour essayer de rassurer tout le monde le temps que on prépare, vous savez, ce projet de succession collégiale où ça ne sera pas annoncé comme succession, mais on dira oui, le président est à l'étranger, il se repose, ou il n'est plus tout à fait capable de gérer l'État comme il l'aurait dû. Bon, donc on va organiser une succession collégiale le temps qu'il se sente mieux, et bien évidemment, il ne se sentira jamais mieux, puisque les coups d'état médicaux, c'est toujours comme ça que ça se passe, on dit que ça va être transitoire, et puis finalement, ça finit par durer. Mais moi, ce que je regrette dans cette histoire, c'est que le peuple guinéen va sans doute être dépossédé de son choix. Parce que quand ça s'est passé en 2010, quand il y a eu le coup d'État, Sékouba Konaté, ensuite il y a eu une transition, le peuple guinéen a pu faire son choix, même si c'était dans des conditions très contestées entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, mais il n'en reste pas moins qu'il y a eu une élection à la fin. Là aujourd'hui, dans l'ambiance, dans l'atmosphère qui règne en Afrique, qui règne partout dans le monde, où il y a une sorte d'élitement du droit international, la personne qui viendra restera au pouvoir. Est-ce qu'elle organisera des élections pour se légitimer ou pas? Ça, c'est la question. Mais elle restera au pouvoir. Et on n'est pas prêt de revoir la démocratie en Guinée. Et je peux vous dire que toutes les grandes puissances, la France en premier, sera prête à marcher sur ses principes, à marcher sur toute idée de démocratie, de respect des droits de l'homme, tant que le président qui viendra sera favorable à leurs intérêts. Et pour appuyer ce que vous voyez, ce qui se passe avec la France, ce revirement, enfin, cette prise de conscience que finalement Mamadi Doumbouya sera peut-être plus leur homme pour très longtemps, il va falloir changer de fusil d'épaule. Vous voyez que commence à avoir des petites critiques. Luc Briard, l'ambassadeur de France, qui est assez médiocre, mais est parti à l'AC, a dit que c'était quand même mieux la liberté de la presse. Vous avez RFI et Jeune Afrique qui d'un coup se mettent à relayer des communiqués des forces vives de Guinée, alors que pendant des mois et des mois, c'était le blackout total. Que là, par exemple, il y a quelques semaines, le FNDC a sorti une liste des responsables de l'enlèvement d'Oumar Silla et de Biloba. Et il y avait un militaire français qui était lieutenant-colonel attaché de défense à l'ambassade, le colonel Karimsa, qui était cité dans cette liste. Eh bien, aucun média public français n'a relayé cette liste, alors qu'il le faisait à l'époque sous Alpha Condé, parce que la France n'aimait pas Alpha Condé. Donc, il y a des petits changements perceptibles, parce que là, en France, on a peur aussi. On a peur parce qu'on a trempé les mains, le coude, les bras, jusque vraiment dans les crimes de Doumbouya. On a les mains pleines de sang en France, du sang des Guinéens. Parce que bien évidemment, on parle des gens qui sont kidnappés. Il y a quelques cas qui sont connus, qui sont célèbres. Je les rappelle toujours: Oumar Silla, Biloba, Marwan Habib Kamara, Sadou Nimaga, les personnes de l'UFDG, il y a Ayouba qui est en prison, mais il y a plein d'anonymes qui sont kidnappés, qui sont torturés, qui sont emmenés soit à Fotoba, au Bagne, soit dans la base des forces spéciales à Fort-Icaria, où il y a des militaires français, et dont on ne revoit jamais, juste parce qu'ils ont déplu à tel ou tel militaire bien placé, ou à telle ou telle personnalité proche du régime. C'est quand même assez fou, c'est-à-dire c'est une politique de disparition systématique. On critique l'AES, très bien, on peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe au Mali ou ce qui se passe au Burkina Faso, mais en Guinée, il y a la mise en place d'un système
d'escadrons de la mort avec la complicité de la France qui encadre et forme le groupement des forces spéciales et notamment l'unité Cobra qui mène ces opérations. Quand on parle du Sangaré, souvenez-vous, qui est le maître tortionnaire de Mamadi Doumbouya que j'avais eu au téléphone pour le confronter sur l'enlèvement de Foniké et de Bilo, puisque c'était lui qui avait disons, mené la torture des activistes, le lieutenant Sangaré fait des réunions avec les militaires français qui sont tout à fait au courant des crimes qu'ils mènent. À Fotoba, vous avez des militaires qui ont été envoyés, notamment des militaires qui ont été de l'armée régulière, qui ont été arrêtés par les forces spéciales ces derniers mois, notamment après l'élection présidentielle et après le retour de Mamadi Doumbouya de Singapour, parce qu'à ce moment-là, les forces spéciales ont eu vent d'un projet de coup d'État. Ce même projet de coup d'État, on retrouvait Bala Samora, on retrouvait Idi Amin, on retrouvait Bangoura. Et donc, il y a des militaires qui ont été tués, qui ont été massacrés. Ils sont emmenés à Fotoba. Je ne sais pas si on se rend compte, moi j'ai eu des détails sur des gens qui sont partis à Fotoba et qui sont revenus. Il y a un lieutenant qui s'appelle Continent, dont le surnom est Continent, c'est lui qui dirige là-bas. Et on peut vous prendre un matin, on peut vous exécuter après vous avoir torturé pendant des jours et des jours. Et ensuite, on vous met dans un sac, vous savez, ils ont des sacs qu'ils avaient réservés pour les victimes d'Ebola, on vous jette de l'acide parce que, surtout que vous soyez plus reconnaissable. C'est vraiment un régime criminel. Et moi, pourquoi je parle autant de la Guinée? C'est parce que mon pays, la France, soutient la Guinée. On peut parler d'autres crimes qui se passent ailleurs en Afrique, mais à ce que je sache, au Mali, au Burkina, dans l'AES, la France n'est pas alliée avec ces régimes. Là, on donne de l'argent, on fournit des militaires, on gagne de gros contrats avec le régime de Mamadi Doumbouya, on lui donne l'onction à l'international. D'ailleurs, si vous écoutez les derniers propos de Luc Briard, il assume tout à fait la coopération militaire qu'ils ont niée d'ailleurs pendant des années, avant de se rendre à l'évidence, avec le régime de Mamadi Doumbouya. Et tant pis, sur les droits de l'homme, on lui a tout passé à Mamadi Doumbouya, tout, absolument tout. Regardez, moi j'ai révélé que devant la maison de Mamadi Doumbouya, au Mage, dans le sud de la France, la fameuse maison en construction où j'étais, les vigiles qui, en décembre dernier, m'avaient poursuivi et qui ont interdit à l'équipe de France 3 de filmer, ce n'étaient pas des vigiles, c'était des forces spéciales guinéennes qui sont en mission illégalement en France, puisque si on peut être accrédité en tant que soldat étranger pour être sur le territoire français, par exemple, vous allez à l'ambassade des États-Unis à Paris, vous voyez des militaires américains, sauf qu'ils protègent une ambassade. Ou alors, au pire, ils protègent un président qui est en déplacement, sauf que là, c'est une résidence privée, avec une pelleteuse, avec une grue, avec éventuellement un bunker au sous-sol, parce qu'évidemment, il y a un bunker au sous-sol, et il y a des forces spéciales guinéennes qui, avec l'argent public guinéen, protègent et poursuivent les journalistes, le tout avec l'assentiment et la bénédiction de la gendarmerie française, qui, visiblement, n'y a vu aucun problème. D'ailleurs, il m'avait fait une réponse en disant que c'était l'équipe de sécurité privée de Doumbouya, c'était le patron de la gendarmerie du Gard qui m'avait dit que non, moi, je n'avais pas été poursuivi, j'avais juste été suivi par l'équipe de sécurité privée de Doumbouya, et là, j'ai posé plainte et je leur ai renvoyé un courrier en leur disant que ce n'était pas l'équipe de sécurité privée de Doumbouya, c'était des militaires des forces spéciales guinéennes présents illégalement en France et qui m'avaient poursuivi et voici les vidéos qui le prouvent. Et depuis, j'ai absolument eu aucune réponse. Donc on s'est tellement mouillé avec Mamadi Doumbouya, on est allé tellement loin, on a tellement couvert ces crimes. Souvenez-vous que toutes les grandes chancelleries ont pris la parole quand Oumar Silla et Biloba ont été enlevés. La Grande-Bretagne, le Japon, l'Allemagne, la France s'est tue. La soi-disant patrie des droits de l'homme s'est tue. Pendant des mois et des mois, on n'a rien dit sur le sort, alors qu'on sait pertinemment ce qui s'est passé, qu'ils ont été torturés et sans doute exécutés sur l'île de Fotoba. Et donc, évidemment, là, comme c'est un peu panique à bord, les rats quittent le navire, on est en train de, petit à petit, changer notre fusil d'épaule, de les lâcher un peu l'est, de dire aux médias qui sont sous tutelle du Quai d'Orsay, ce n'est pas une critique de dire ça, mais ils sont sous tutelle du Quai d'Orsay, de critiquer la junte de Mamadi Doumbouya, parce que sans doute demain, il y aura un changement de régime et en France, on voudrait être bien placé. Alors, moi, je ne crois pas, ça sera Amara Camara, puisque Amara Camara n'est pas forcément quelqu'un qui est réputé pour son courage légendaire. Bon, d'accord, il essaye de faire arrêter sa maîtresse qui est au Ghana et de la faire rapatrier en Guinée sur la base d'une notice rouge Interpol, mais ce n'est pas quelqu'un que je verrais prendre le pouvoir. Moi, vraiment, ce que je vois, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a deux scénarios, mais on pourrait même des scénarios.
Le premier scénario, c'est le scénario de la France. Il y a, à plus ou moins long terme, ça ne veut pas dire que Mamadi Doumbouya ne reviendra pas de Grèce, mais à plus ou moins long terme, une sorte de vacance du pouvoir qui est maquillée de manière constitutionnelle avec des militaires plutôt favorables à la France qui prennent le pouvoir et qui organisent une sorte de conseil de transition qui petit à petit va devenir pérenne et qui va de fait écarter en douceur Mamadi Doumbouya, soit vous avez en face un militaire qu'on ne connaît pas forcément, parce que souvenez-vous, quand il y a eu le coup d'État d'Ibrahim Traoré, à part les spécialistes du Burkina, à part les militaires dans l'armée, pas beaucoup de gens connaissaient Ibrahim Traoré. D'ailleurs, souvenez-vous, le jour du coup d'État, on a pensé que la personne la mieux placée parmi les militaires au Burkina Faso, c'était le lieutenant-colonel Zungrana. Donc, Ibrahim Traoré, il est sorti un peu de nulle part et il a joué sur cette, à raison, hein, sur la rhétorique de la présence française qui était là avec les forces spéciales au Burkina Faso pour justement légitimer son coup d'État et le fait d'une population qui en avait marre de la France. Et donc, ça pourrait être la même chose en Guinée, avec évidemment cette fameuse fierté, ce sentiment national qui est très très présent en Guinée. Et je dis ça d'un point de vue positif, qui pourrait dire, ben, en fait, on a collaboré avec Mamadi Doumbouya, on a cautionné ses crimes, donc voilà, la France doit partir, la France doit être dehors. Et alors, franchement, moi, je vois le truc arriver gros comme une maison. Vous allez voir tous les médias français qui vont dire oui, mais c'est les Russes hein, qui manipulent les Guinéens pour arriver à leur fin. Alors, les Russes seront sûrement pas étrangers, mais c'est-à-dire c'est toujours ce fait de ne pas vouloir reconnaître nos erreurs, de ne pas vouloir reconnaître nos compromissions, de ne pas vouloir reconnaître notre complicité dans les crimes et de considérer que les Africains sont des grands enfants qui sont incapables de penser par eux-mêmes et qui ont toujours besoin d'amélioratistes les Russes. Alors que non, la population guinéenne, elle constate juste quelque chose, c'est que la dictature de Mamadi Doumbouya et les souffrances qui leur sont infligées, que ce soit par les enlèvements, que ce soit de manière économique avec la crise des liquidités, est parrainée par la France. Et que malgré les tonnes d'argent qui sont déversées sur la junte avec la bauxite, la Guinée est devenue quasiment le premier producteur de bauxite. Souvenez-vous, au début du règne d'Alpha Condé, la Guinée produisait 10 millions de tonnes de bauxite, donc c'était 2011. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres de l'année dernière, je crois que c'était 2 ans, c'est 140 millions de tonnes, 14 fois plus. Donc vous imaginez l'argent qu'il y a sur ce régime, avec le fer de Simandou, avec l'or, avec aussi le trafic de drogue qui est quand même assez présent là. On va dire que la Guinée est devenue une plaque tournante du trafic de drogue. Eh bien, je dis qu'ils auraient largement de quoi s'enrichir, à la limite, si ça veut, porter des super belles montres, voilà, mais aussi développer leur pays. Or, rien n'a été fait. Et bien évidemment, mon pays a cautionné ça. Alors, on est les premiers à hurler contre les soi-disant juntes du Sahel en disant que voilà, c'est terrible, ils nous ont remplacés par les Russes et c'est pas mieux. Bon, ok, d'accord. On peut en discuter, ça se défend. Mais ce qui est complètement inacceptable, c'est ce deux poids, deux mesures. Où en fait vous avez un régime en Guinée qui fait, en tout cas par rapport au Mali et au Niger, bien pire en termes de violation des droits de l'homme et de violences infligées à sa population. Voilà. Sauf que, évidemment, eux, les Français, ils avaient. En fait, c'était le plan parfait. C'était le plan parfait de Doumbouya. Parce que Doumbouya est jeune. Il a 45 ans. Le type, il avait tout pour rester au pouvoir pendant 30 ans. Il a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait plus de manifestations en Guinée. Alors que souvenez-vous, sous le régime d'Alpha Condé, moi j'ai couvert les manifestations, il y avait des manifestations tous les 4 matins. Il a tellement tué les gens qu'il n'y a plus de manifestations. Il a réussi à écraser l'opposition. Ceux qu'il n'a pas tués, il les a envoyés en exil. Et même ceux qui continuent à parler en exil, il a fait enlever soit leur père, soit leurs enfants. Et je viens de penser ce soir pour le père de Mahamadou Babila Keïta et les enfants d'Eli Kamano qui ont été enlevés. Et j'imagine pas leur douleur, parce que quand, à la limite, vous êtes quelqu'un qui s'engage dans un combat, que ce soit journalistique ou politique, vous savez ce que vous risquez. Mais de savoir que ces enfants, que ses parents sont pris en otage, moi, personnellement, si on m'enlevait mes enfants, je ne sais pas comment je réagirais, je pense que je deviendrais fou et que il faudrait m'attacher. Donc j'ai une pensée pour eux, parce que là, ce régime, pour moi, a touché à quelque chose d'absolument inacceptable. C'est vraiment des enfants, des mineurs qui sont innocents. Et malgré ça, la France n'a jamais parlé. D'ailleurs, comme Elie Kamano a eu le malheur de chanter les louanges de l'AES, quand vous voyez les titres de la presse française, c'était « Elie Kamano affirme que ses enfants auraient été enlevés ». Genre bon, Elie Kamano, on ne sait pas trop si c'est un menteur ou pas, il affirme que ses enfants, alors que c'était un fait vérifié, qu'il suffisait de le vérifier et de dire que effectivement les enfants d'Elie Kamano ont été enlevés par les forces spéciales
par les forces spéciales guinéennes. Et ce coup parfait là, finalement, qu'ont fait les Français, il a été vaincu par Mamadi Doumbouya lui-même. En fait, le pire ennemi de Mamadi Doumbouya, c'est Mamadi Doumbouya. Et de par sa maladie, je pense que le pouvoir l'a écrasé. C'est pas quelqu'un qui est fondamentalement mauvais. Je crois, on l'a vu au début. C'est pas un criminel en puissance, mais c'est quelqu'un qui, en 2026, ne peut pas être président d'un pays. Quand on était caporal-chef dans la Légion, on pouvait devenir président, mais c'était dans les années 60. Par exemple, Nassim Bey Yadema au Togo. Mais passer d'être videur de boîte de nuit à Montpellier en 2011, et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, à président d'un pays avec autant d'enjeux, avec autant d'argent, avec autant de responsabilités, avec autant de clans qui gravitent autour de vous et tout ça, et ça peut rendre dingue. Moi-même, je suis pas sûr de tenir, et loin de là. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'enfermement, il y a une sorte de solitude qui l'a pesé et qui a fait qu'en plus de sa maladie, il s'est complètement replié sur lui-même. Il a la merci de gens qui le manipulent, qui ne sont pas plus brillants, parce qu'il faut voir qui sont ces gens. Ousmane Doumbouya était chauffeur, et c'est encore pas péjoratif de dire ça, mais chauffeur de l'ambassade de Guinée en Grande-Bretagne. Djiba Diakité était un petit informaticien, et ce sont ces gens-là qui président aujourd'hui aux destinées d'un grand pays comme celui de la Guinée, avec autant d'enjeux, avec autant de convoitises, puisqu'il y avait tous les rapaces français, américains, chinois, russes, turcs et tout ça qui rôdent autour. Et en fait, ces gens-là ne sont pas capables de diriger, de présider aux destinées d'un pays. Quand on parle des autres juntes, Oligui Nguema était l'aide de camp du père Bongo. Mamad Déby a été le fils de son père. Assimi Goïta, Tiani, Traoré étaient officiers dans leur armée pendant très longtemps. Je veux dire, il y a eu une accoutumance au fonctionnement de l'État, à ce que c'est. Mamadou Doumbouya, il débarque quelques années seulement avant de prendre le pouvoir, et tout d'un coup, il se retrouve propulsé par un accident de l'histoire et par la faveur des Français à la tête de ce pays. Et c'est normal, finalement, que ça n'aille pas. Et tous les gens autour de lui, j'ai parlé tout à l'heure des Français qui étaient incapables d'avoir un plan, qui faisait des bêtises, qui misait souvent sur le mauvais personnage. Là, ils choisissent Bala, alors que Bala, il n'est pas capable de prendre le pouvoir tout seul. Mais autour de Mamadi Doumbouya, on va dire que ce n'est pas les pingouins qui glissent le plus loin sur la banquise, ou ce n'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. C'est des gens qui, outre leur capacité criminelle, outre leur capacité prédatrice et tout ça, n'ont pas la capacité de voir loin. Et c'est pour ça, peut-être encore, que Mamadi Doumbouya est président, parce que autour de lui, il n'y en a aucun qui a eu l'intelligence pour monter un plan de coup d'État et de succession qui à peu près se tienne, pour trouver des alliés et pour faire une sorte de modus vivendi avec d'autres personnes, une alliance avec d'autres personnes, pour aller faire une succession à Mamadi Doumbouya, parce qu'il est très clair qu'il est malade. Et on n'est pas du tout dans un cadre comme le Cameroun, où il y a un pouvoir qui existe depuis 1982, où on sait que Paul Biya, il a 93 ans, à un moment ou à un autre, ça va finir. Là, on est dans un pouvoir extrêmement vertical, mais où la tête ne tient plus, objectivement, n'exerce plus le pouvoir. Mais on parle effectivement de moments d'absence du président. En fait, il est plus capable de diriger aux destinées du pays, où il est effectivement un peu perdu. Il a pensé que Nicolas Sarkozy, à un moment, était le président de la France. Quand il a eu Emmanuel Macron au téléphone, il lui a dit que... Voilà, donc c'est tout ça qui est en jeu. Et au-delà de ça, pour la France, c'est l'avenir de la France-Afrique. Parce que la Guinée est devenue l'un des piliers de la France-Afrique. Il n'y en a plus beaucoup. Il y a la Côte d'Ivoire, bien évidemment. Il y a encore le Gabon. Il y a Djibouti. Il y a le Bénin aussi. Mais la Guinée est finalement un pays qui était anachronique, c'est-à-dire qui était hors de la France-Afrique, et que Mamadi Doumbouya a ramené quasiment à lui tout seul dans l'orbite de la France-Afrique. Donc c'est vraiment un enjeu, et c'est pour ça que les réseaux français sont en train de s'agiter, pour se dire qu'est-ce qu'on fait. D'un côté, on a un président, on ne sait pas combien de temps il va pouvoir encore exercer le pouvoir. Est-ce qu'on va lui trouver un remplaçant, ou est-ce qu'on maintient un statu quo, en sachant que si on maintient un statu quo, on risque de se faire doubler par d'autres officiers guinéens qui ne seront pas favorables et qui éventuellement seraient manipulés par des grandes puissances, même si souvent les officiers qui font des putschs n'ont pas besoin d'être manipulés. Au Mali, ils l'ont fait tout seuls. C'est après qu'il y a eu des alliances avec d'autres pays, mais ce n'est pas les Russes qui leur ont dicté quoi faire. Donc voilà un peu la situation.
qui se prépare aujourd'hui. Il y a une immense fébrilité qui est là. Vous inquiétez pas, hein, je lis pas les trolls et tout ça. Je vois des messages d'encouragement. Donc moi, j'essaye de faire un discours qui est basé sur des faits, sur des choses vérifiables. Je pense que depuis des années, je me suis jamais trompé sur mes enquêtes. Elles sont toujours vérifiées. Il y a plein de choses que je sors pas, alors que je sais qu'elles sont vraies, mais que je peux pas vérifier ou peux pas corroborer avec plusieurs sources, ou que je peux pas sortir parce que ça mettrait mes sources en danger. Mais que ça soit la présence secrète des militaires français en Guinée, que ça soit le scandale de la SONAP, que ça soit le voyage de Mamadi Doumbouya à Singapour, que ça soit les contrats signés avec des entreprises françaises, et même avant, puisque souvenez-vous, j'étais en Guinée sous Alpha Condé et que j'avais même été expulsé par Alpha Condé en 2020 quand je couvrais les manifestations contre ce pseudo-référendum constitutionnel qui devait lui permettre de faire son troisième mandat et de s'éterniser au pouvoir. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est la fierté, le courage des Guinéens qui de tout temps se sont levés contre les dictatures et aussi contre l'impérialisme, et en premier lieu contre cet impérialisme français qui a fait que à Paris, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais accepté que la Guinée sorte de l'orbite française. C'est pour ça qu'il y a eu l'opération Persil, il y a eu tout ça. Et en fait, finalement, pour les Français, notamment pour les militaires français, bah, c'est une sorte de revanche. C'est-à-dire, vous nous avez chassés en 1958, vous nous avez laissés de côté, eh bien, on revient, on est là, on a trouvé notre bon, c'est pour ça que j'ai parlé de bon petit soldat Doumbouya, effectivement, c'est notre bon petit soldat Doumbouya. C'est un Français. Et d'ailleurs, dans l'acte d'achat de sa maison hommage en 2020, il ne dit pas qu'il est guinéen, il se dit citoyen français qui achète, on a l'impression que c'est un kidam qui tranquillement payait ses impôts en France. D'ailleurs, jusqu'au coup d'État, officiellement, il était domicilié dans une caserne de gendarmerie dans la Drôme où vivait son épouse. Ça montre bien les liens presque incestueux qu'il y a entre Mamadi Doumbouya et la France, même si pendant des années, il a fait des discours, souvenez du discours à l'ONU en 2023 en disant que voilà, et nous sommes pro-africains et tout ça. Tout ça, c'était de la flûte parce que derrière, il y avait la France. Alors pendant des années, il ne l'a pas reconnu. Et là, comme il est beaucoup plus souffrant, il exerce moins la réalité du pouvoir, la France a profité pour essayer de dire ben, ce gars-là, c'est notre gars. Par exemple, Emmanuel Macron l'a appelé juste après la pseudo-élection de décembre dernier pour le féliciter, alors que, bah, bien sûr, Mamadi Doumbouya et Macron s'est déjà parlé, mais là, ils se sont parlé, ils se sont rencontrés à Nairobi au Kenya en mars dernier, Emmanuel Macron l'a invité à l'Élysée, qui l'ira, on ne sait pas, et donc c'était une manière pour la France de dire, bah, en fait, c'est notre gars. C'est pas le gars qui est pro-africain, qui est une sorte d'héritier de Sankara ou qui est allié avec les gars de l'AES. Non, non, c'est notre gars, c'est lui qui nous rend des services, c'est lui qui a aidé l'armée française à se réimplanter en Afrique de l'Ouest. Hein. C'est pas le seul pays, la Côte d'Ivoire et le Bénin, mais il est à nous. Et un jour, moi j'espère que bien sûr qu'on jugera les responsables des crimes de Mamadi Doumbouya, les gens qui ont torturé. Au premier lieu duquel Bala Samora, Sangaré, enfin voilà, tous ces tortionnaires. On m'a raconté les tortures et je peux vous dire que ça fait froid dans le dos. Et j'en ai entendu des choses dans ma vie, mais la manière dont c'est organisé, dont c'est institutionnalisé, le fait que d'abord on les emmène à leur base Horizon et qu'ensuite on vous emmène à Photoba, comment en fait on organise petit à petit, comment on brise les hommes via la torture avant de les tuer, parce qu'on pourrait très bien les tuer d'une balle tout de suite, ça simplifierait beaucoup de choses, mais là on veut briser les gens. Quand on enlève des familles, quand on enlève des femmes, quand on enlève des enfants et tout ça c'est pour briser les gens avant de les tuer. Et ben j'espère que la France rendra des comptes. Moi, j'espère que les députés, les ambassadeurs, les entreprises qui ont collaboré avec ce régime seront amenés à rendre des comptes devant la justice. On espère que les coopérants militaires français, notamment par exemple le lieutenant-colonel Lasguès, qui était conseiller de Bala Samora au moment de l'enlèvement d'Oumar Silla et de Biloba, eh bien, seront traduits, en tout cas seront entendus devant un juge pour établir leur responsabilité. Et s'ils savaient des choses, et s'ils n'ont rien dit, seront traduits devant la justice, que ce soit la justice française ou la justice guinéenne. Je vous promets que je serai le premier à me battre pour que ces gens, ces Français qui ont collaboré avec Mamadi Doumbouya soient extradés vers la Guinée. On pense notamment aussi au lieutenant-colonel Karim Sa, j'ai parlé de lui tout à l'heure, il a été mis dans la liste des responsables de l'enlèvement de Foniké et de Bilo par le FNDC, Karim Sa,
il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi il avait été attaché de défense pendant 4 ans. On avait même prolongé sa mission aux côtés de attaché de défense à l'ambassade de France en Guinée, mais il entretenait des très très bonnes relations avec Mamadi Doumbouya. Ils priaient ensemble le vendredi. Bon, à la limite, ça c'est leur vie privée, mais ils étaient très proches. À tel point que Karim Sarr devait revenir comme conseiller occulte de Mamadi Doumbouya alors qu'il avait servi la France. À ce moment-là, ces gens, ils servent qui? Ils servent la France ou ils trahissent notre pays et ils trahissent tous les principes auxquels on est censé croire. Et voilà, il faudra vraiment, 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 sans propagande, sans volonté de haine, parce qu'il n'y a pas de haine contre le peuple français ou contre la France, qu'on fasse le bilan des responsabilités des autorités françaises dans la dictature, dans les crimes innommables de Mamadi Doumbouya, et que s'il y a des responsabilités pénales qui doivent être engagées, ben, elles devront être engagées. Et voilà, moi je vais continuer mon travail. Je sais que ça fait beaucoup réagir dans un sens ou dans un autre, à vous apporter des faits factuels. On va voir ce qui va advenir dans les prochaines semaines, dans la prochaine évolution. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. Je peux pas vous dire Mamadou Doumbouya est à Chypre et ça comme certains l'ont dit. J'ai pas réussi à avoir de preuves absolues de ça. Je peux pas vous dire non plus que Mamadou Doumbouya ne va pas revenir. J'ai pas de preuves que ça. Et j'ai pas de preuves de ça. Il n'en reste pas moins que il y a effectivement plein de faisceaux d'indices qui laissent à penser que c'est pas seulement un simple départ en congé annuel et que ça pourrait être le prélude à quelque chose, comme je vous ai dit, soit à un changement en douceur, plutôt moins parrainé par la France qui voudrait pas tout perdre, ou à un coup d'État où il y a un militaire qui viendrait se la jouer souverainiste et balayer l'ordre établi et tout ça. Alors ça ne sera pas forcément mieux après, mais en tout cas ça débarrassera la Guinée d'une dictature qui est de plus en plus critiquée à l'international. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. On va peut-être clore. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu que je parle d'autres pays et tout ça, mais ça serait pas forcément le bienvenu. J'avais pas prévu de parler de ça. Et c'est vraiment faire un live sur ce qui se passe actuellement en Guinée avec les différents enjeux et faire le point sur les différentes querelles qui se passent en coulisses. Voilà, moi je voudrais finir par toujours par penser, parce que moi je suis journaliste, mais je pense beaucoup à mes amis, Oumar Silla et Biloba, qui ont été kidnappés. Je pense à mon confrère Abi Marwan Camara, et je pense à tous ceux que je connaissais pas et tous ces anonymes qui ont fini dans les geôles de Mamadi Doumbouya et qui, pour certains sans doute, ont été tués. Ne les oubliez jamais. Victor Hugo parlait de la sombre fidélité aux choses tombées, aux personnes tombées. C'est ça qui nous fait tenir debout et c'est ça qui motive mon combat, bien sûr, ne jamais s'éloigner de la vérité. Ce qui s'est passé et les personnes qu'on a connues et qui ont disparu, qui sont peut-être mortes, voilà, c'est quelque chose qui nous touche, mais ça ne doit pas impacter sur la neutralité de notre travail journalistique, c'est-à-dire tout ce que je dirai sera toujours appuyé par des sources, par des faits, par des personnes que j'ai pu interroger et dont j'ai pu recouper le témoignage, mais ça n'empêche pas de penser à eux et de penser au silence de mon pays, la France, qui aura cautionné le pire, parce que par exemple Oumar Silla, c'était pas du tout quelqu'un qui était anti-français, au contraire, il avait pris des positions en faveur de la France quand par exemple il y avait le coup d'État au Niger en 2023, et pourtant ils ont été sacrifiés comme plein d'autres ont été sacrifiés avant, d'opposants africains qui se sont levés comme Robben Oumiobe au Cameroun, ni Omar Mamad Saleh au Tchad, et c'est ça qui nous fait tenir, qui nous fait continuer à avancer, à travailler. Il y a une enquête importante sur un proche de Mamadi Doumbouya qui va sortir demain. Je vous en laisse la primeur. En tout cas, d'ici là, je vous dis à très 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 bientôt. Merci de m'avoir suivi en Guinée, partout ailleurs dans le monde. Merci d'être aussi nombreux parce que c'est ça qui me fait tenir.
Si vous pouvez, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook, à la chaîne YouTube de Chroniques de France-Afrique, à la chaîne TikTok de Chroniques de France-Afrique, où on parle, contrairement, alors ça c'est marrant, contrairement à ce qu'on dit, on parle pas que de la Guinée. D'ailleurs, souvent, là, récemment, j'ai des commentaires, on me disait, mais pourquoi tu parles que de la Centrafrique et tout ça? C'est en fonction de l'actualité. Il se trouve qu'en Guinée, j'ai beaucoup de sources et j'ai beaucoup fait d'enquêtes là-dessus, et c'est un pays pour lequel j'ai un attachement particulier. Mais on va continuer, et voilà, prenez soin de vous, que Dieu vous garde, et continuons à croire en la lumière de ce monde, parce que quelle que soit la longueur de la nuit, l'aube finit toujours par se lever. Voilà, Papa de Babila, Yuba, j'en ai parlé aussi, et tout ça, et voilà, toutes ces personnes et tout ça. J'espère un jour que on pourra les retrouver en vie, ou qu'à défaut, elles obtiendront justice ici, ici-bas, et peut-être plus tard là-haut. Voilà. Allez, à très bientôt.